Des centaines d'années de sécheresse intense ont façonné l'existence dans les plaines arides d'Asie du Sud, imposant des limites naturelles que le Pakistan a décidé de défier par l'ingénierie. Dans ce paysage marqué par l'aridité, des ingénieurs ont entrepris de creuser un canal d'irrigation massif, une infrastructure monumentale conçue pour détourner les eaux du fleuve Indus vers les régions les plus sèches du pays. Pourquoi l'ingénierie doit-elle intervenir pour diriger l'eau là où la nature ne l'a jamais prévu ? On pourrait croire que le simple creusement d'un fossé suffirait à guider le flux. Mais en réalité, déplacer un fleuve entier à travers des étendues désertiques impose de lutter contre des sols instables, une chaleur extrême et les lois physiques inflexibles de la dynamique des fluides. Les pelles mécaniques et les excavatrices déplacent des millions de mètres cubes de terre sous un soleil de plomb. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. On voit comment les bras articulés des engins de terrassement stabilisent les berges avec une précision millimétrée pour empêcher l'effondrement des parois sablonneuses. La caméra glisse le long des sections déjà bétonnées où le revêtement se dépose en une couche uniforme et protectrice. Mais ce n'est que le début. L'équipement sépare progressivement les obstacles géologiques tandis que les ingénieurs calculent la pente exacte du canal, car une inclinaison trop faible stopperait le courant, alors qu'une pente trop forte éroderait les fondations mêmes de l'ouvrage. D'apparence facile, la gestion de ce projet hydroélectrique et agricole cache une complexité technique redoutable. Tout se complique encore lorsque les températures montent, provoquant une évaporation rapide que les techniciens doivent compenser par des dispositifs de contrôle du débit. On peut remarquer comment les vannes de régulation s'élèvent avec le sifflement de l'hydraulique lors des tests de pression initiaux. Le chantier de ce méga-projet hydrique progresse désormais vers les zones les plus reculées du territoire. Chaque segment de béton posé rapproche le flux vital des terres cultivables qui attendent cette ressource depuis des générations. La suite devient plus complexe avec la traversée des zones de dunes mobiles où le sable menace constamment de combler les tranchées fraîchement creusées. L'eau commence son mouvement contrôlé vers les réservoirs de distribution. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage des derniers kilomètres du réseau secondaire. 499 km, c'est la longueur totale que parcourt aujourd'hui le canal de Kashi à travers les terres arides du sud-ouest du Pakistan. Pourquoi décider de détourner l'un des plus puissants systèmes fluviaux d'Asie du Sud vers des plaines totalement sèches ? On pourrait supposer que la proximité du fleuve Indus suffisait à irriguer la région, mais en réalité, les populations locales devaient autrefois faire la queue pour obtenir la moindre goutte d'eau potable, alors que le fleuve coulait à quelques dizaines de kilomètres seulement. Ce paradoxe géographique a conduit les ingénieurs à concevoir un projet d'infrastructure massif pour réorienter le flux vital vers l'intérieur des terres. Des décennies durant, le paysage du sud-ouest pakistanais s'est résumé à des étendues de terre craquelées et à des horizons poussiéreux. On peut remarquer comment les précipitations imprévisibles et la chaleur extrême rendaient toute forme d'agriculture impossible sur la majeure partie de ce territoire. La suite devient plus complexe. Le contraste frappant entre l'Indus impétueux et les sols assoiffés a provoqué une décision nationale radicale pour transformer durablement cette topographie hostile. L'équipement sépare progressivement les couches de sol pour creuser le passage du nouveau cours d'eau artificiel. Les travaux ont débuté au cours de l'année 2002, s'étalant sur une période de construction intermittente de plus de 20 ans. Ce n'est qu'après 2 décennies de labeur que l'ouvrage a été substantiellement achevé. Mais ce n'est que le début. On voit comment les ingénieurs et les ouvriers ont dû composer avec un terrain extrêmement difficile et des conditions climatiques éprouvantes. Plus de 10 000 travailleurs ont été mobilisés sur les différents chantiers de l'infrastructure. L'équipement lourd, composé de centaines de machines de construction modernes, a fonctionné sans interruption pour déplacer des millions de mètres cubes de terre. 800 millions de dollars représentent l'investissement total estimé pour mener à bien cette entreprise colossale. La caméra glisse le long des berges bétonnées qui serpentent désormais là où le sol était autrefois stérile. Le projet ne s'arrête pas à cette étape. La gestion du débit et la maintenance des parois du canal exigent une surveillance technique constante pour garantir la stabilité de l'ouvrage face à l'érosion. Tout se complique encore lors des phases de raccordement final au réseau de distribution secondaire. L'eau s'écoule désormais de manière contrôlée, remplissant les réservoirs et les rigoles d'irrigation.
La poussière retombe lentement sur les zones autrefois désertiques, laissant place à une humidité nouvelle dans le sol. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la redistribution des ressources hydrauliques de la région. Le flux s'en va plus loin le long de la chaîne de distribution. 70 000 tonnes de sable et de terre sont extraites quotidiennement du désert du Negev, le long d'un corridor de construction s'étendant sur près de 400 km. Pourquoi entamer l'une des plus vastes opérations de terrassement de l'histoire moderne d'Israël avec des centaines d'excavatrices et d'énormes camions à benne? On pourrait supposer qu'un simple creusement suffirait à tracer la voie. Mais sans cette logistique massive, le projet de transport d'eau vers le sud resterait une ambition théorique face à l'hostilité du terrain aride. Plus de 1200 ingénieurs, opérateurs et ouvriers travaillent sans relâche en rotation continue, endurant des températures diurnes qui dépassent fréquemment 46 degrés Celsius. Le canal est façonné selon un profil en U de grande largeur, mesurant environ 46 mètres à sa base, pour une profondeur moyenne de 7 mètres. Mais ce n'est que le début. Pour permettre à l'eau de s'écouler naturellement sans l'aide de pompe, la pente longitudinale est maintenue dans une marge extrêmement étroite de 250 mm pour tous les 30 mètres, une précision technique incroyable sur une telle distance. Les équipes d'arpentage vérifient l'élévation avec des instruments de nivellement laser tous les 48 mètres pour s'assurer que le fond du canal reste parfaitement aligné. La majeure partie du sable excavé est réutilisée pour ériger les remblais de chaque côté, formant des digues s'élevant de 3 à 5 mètres de hauteur. On peut remarquer comment, en terrain vallonné, les bulldozers découpent les couches de sol étape par étape, tandis que dans les zones basses, les camions transportent et stabilisent les matériaux de remplissage jusqu'à atteindre la cote précise. La suite devient plus complexe. Dans les zones de sol meuble, les ingénieurs forent des pieux de sable de 40 cm de diamètre jusqu'à une profondeur de 6 à 8 mètres où mélangent du ciment et de l'argile pour renforcer la base et prévenir tout affaissement. Les chantiers s'étirent sur des centaines de kilomètres, parsemés de centrales à béton, d'ateliers mécaniques et de camps d'ingénieurs de terrain. Sous un soleil brûlant et dans la poussière tourbillonnante, de longs convois de machines se déplacent sans fin, comme un fleuve mécanique sculptant la forme d'un véritable cours d'eau au cœur du désert. Tout se complique encore. Cette phase d'excavation se prolonge durant de longs mois sous une chaleur constante. Dans le désert du Negev, le défi ne réside pas seulement dans l'aridité extrême, car la soif du sable lui-même représente un obstacle technique majeur. À première vue, le terrassement semble être l'étape la plus difficile, mais en réalité, le sable est capable d'absorber toute eau exposée en quelques heures si le lit du canal n'est pas correctement scellé. C'est pourquoi la phase de revêtement devient l'un des stades les plus critiques de l'ensemble du projet industriel. Le lit du canal et ses pentes sont d'abord humidifiés puis nivelés avec une couche de 5 cm de sable fin. Ensuite, des panneaux de béton d'une épaisseur de 10 à 12 cm sont coulés dans des sections mesurant 5 mètres de long sur 3 mètres de large, chacune étant isolée par des joints de dilatation. Ces joints sont remplis d'un scellant au bitume chaud pour empêcher toute infiltration et permettre les mouvements thermiques du béton. On voit comment l'équipement sépare progressivement les couches de protection. Et ce n'est pas encore la limite. Dans les zones où le sous-sol est instable, une couche supplémentaire de géomembrane en polyéthylène haute densité est placée sous le béton, fixée par des ancrages en acier et recouverte d'un coussin de sable protecteur. Au total, plus de 350 km de canal sont revêtus de béton, constituant l'un des plus grands systèmes d'étanchéité jamais construits au Moyen-Orient. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le long des remblais, les ingénieurs plantent de l'herbe vétiver et des acacias du désert pour stabiliser les pentes et minimiser les déplacements de sable. Vue d'en haut, l'infrastructure apparaît comme un ruban d'argent scintillant traversant une mer d'or, une artère de béton attendant de transporter sa première eau vitale à travers les étendues arides. Un canal de cette envergure ne peut pas être une simple tranchée, car il nécessite des centaines de structures auxiliaires pour assurer le transport, le contrôle des crues et la régulation précise du débit. À la tête du système, les ingénieurs construisent le régulateur principal, où l'eau est détournée par 9 énormes vannes en acier massif. Plus de 900 composants d'ingénierie différents jalonnent la route principale, incluant des ponts en béton armé, des déversoirs, des siphons, des ponceaux de drainage et des aqueducs transportant l'eau au-dessus des ruisseaux naturels.
Chaque fois que le canal croise une route ou une voie ferrée, un nouveau pont est construit pour maintenir la circulation. Dans les sections traversant des voies navigables naturelles, des structures de drainage transversales sont installées sous la forme de larges conduits passant sous le canal artificiel. La suite devient plus complexe. Des vannes de distribution sont placées tous les 10 à 14 km pour contrôler le flux d'eau vers les branches secondaires du réseau. Tout doit fonctionner en parfaite harmonie car un seul dysfonctionnement, qu'il s'agisse d'une vanne ou d'un aqueduc, pourrait priver des centaines d'hectares de terres agricoles de leur approvisionnement essentiel. Après plus de 15 ans de construction, l'ensemble du canal entre enfin dans la phase de test hydraulique. Passage au niveau suivant. Les ingénieurs ouvrent les vannes du barrage de dérivation, laissant l'eau s'écouler section par section en augmentant progressivement le débit de 14 à 170 mètres cubes par seconde. Le long du parcours, des équipes techniques inspectent chaque point sensible, mesurant la pression, recherchant les fuites éventuelles et surveillant la stabilité des pentes du canal. On peut remarquer comment les techniciens enregistrent le moindre mouvement du sol à l'aide de capteurs de précision. Chaque déviation est corrigée avant que le système ne soit totalement opérationnel. Lorsque le premier flux d'eau traverse le lit sec et craquelé du canal, les populations locales célèbrent l'événement comme le jour où le désert reprend vie. Partout où l'eau parvient, la transformation est immédiate et profonde, touchant non seulement la surface du sol, mais aussi la structure sociale de la région. Les terres qui craquaient autrefois sous le soleil brûlant commencent à reverdir. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les agriculteurs qui avaient quitté les lieux à cause de la sécheresse reviennent pour labourer les premiers champs au milieu du sable. L'eau du canal principal est divisée à travers un réseau de canaux secondaires, de conduites sous pression et de systèmes d'irrigation goutte à goutte qui la distribuent directement à chaque plante. Cette technologie spécifique permet d'économiser chaque goutte de cette ressource aussi précieuse que l'or. Le projet, entamé en 1953, a nécessité 11 années de travaux pour un coût s'élevant à des centaines de millions de dollars de l'époque. Une fois opérationnel, le système peut transporter jusqu'à 72 000 mètres cubes d'eau par heure depuis le nord. Des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles se transforment en zones verdoyantes où s'épanouissent désormais des vergers d'orangers, des vignobles, des champs de blé et des plantations de palmiers dattiers chargés de fruits. On voit comment le paysage change radicalement de couleur sur les images satellites. Une longue bande verte serpente désormais à travers le désert doré, formant l'artère vitale reliant le nord et le sud du pays. La transformation dépasse les simples champs cultivés, voyant naître des écoles et des fermes de haute technologie sur le sable. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage. 40 mètres de large, c'est l'envergure du corridor de construction préparé méticuleusement à travers les étendues désertiques pour accueillir une infrastructure hydraulique monumentale. Pourquoi l'Arabie saoudite déploie-t-elle des moyens aussi colossaux pour acheminer l'eau à travers des centaines de kilomètres de sable? On pourrait penser que le forage de puits profonds suffirait à alimenter les populations locales. Mais en réalité, les nappes phréatiques sont insuffisantes, obligeant le pays à transformer la mer en une source vitale et inépuisable pour soutenir la vie dans un environnement aride. Le processus industriel débute par la captation directe de l'eau de mer depuis l'océan ouvert, créant un flux ininterrompu vers les unités de traitement. Des conduites d'aspiration massive sont d'abord positionnées au large des côtes, où des équipes d'installation spécialisées alignent chaque segment avec une rigueur géométrique. Des grues de levage lourd, opérant depuis des barges massives ou des plateformes côtières, descendent ces structures dans les profondeurs. On voit comment les segments individuels sont raccordés les uns aux autres pour former un conduit continu capable de supporter une charge hydraulique constante sans la moindre défaillance. L'alignement de précision est une exigence absolue à ce stade technique, car la moindre déviation angulaire réduirait l'efficacité du flux sur le long terme. Mais ce n'est que le début. Une fois l'assemblage sous-marin terminé, la ligne d'aspiration est renforcée par des cadres de support structurels et ancrée solidement au fond marin pour résister au courant. La suite devient plus complexe avec l'organisation logistique au sol. Dans de vastes parcs de stockage situés le long du tracé, les sections de tubes en acier sont triées par diamètre, par longueur et selon leur ordre précis d'installation.
Des équipes d'ingénierie effectuent des inspections visuelles finales sur chaque pièce, vérifiant la rectitude parfaite des cylindres, ainsi que l'état du revêtement protecteur et des marquages de codage. Cette organisation rigoureuse est essentielle pour maintenir un flux de travail constant et éviter toute erreur sous les températures extrêmes du désert. En parallèle, des équipes d'arpentage définissent la route exacte à l'aide de systèmes de positionnement par satellite et de stations totales. Le tracé s'est marqué directement sur le sol par des piquets et de la peinture fluorescente, évitant les zones de sable mouvant ou les sols instables sujets à l'érosion. Avant que le creusement ne commence, le site doit être nivelé pour permettre la circulation des machines lourdes. Des routes d'accès temporaires sont tracées parallèlement à la future canalisation pour le passage des camions, des excavatrices et des unités de soudage mobiles. Dans cet environnement hostile, la préparation inclut également des mesures de stabilisation du sable et de contrôle de la poussière pour garantir la sécurité des opérateurs. Tout se complique encore lorsque le relief s'accentue. De grandes excavatrices sur chenilles creusent la tranchée selon une profondeur et une largeur calculées, tandis que le sol est trié sur place pour conserver les matériaux de remblayage adéquats. Dans les zones de montagnes escarpées où la roche solide affleure, le creusement mécanique devient impossible. On utilise alors des explosifs pour sculpter la tranchée directement dans la pierre. Les ingénieurs placent des charges contrôlées qu'ils font détonner en séquence pour fracturer le socle rocheux selon l'alignement prévu. On peut remarquer comment l'explosion crée une cavité suffisante pour asseoir la canalisation en toute sécurité, la protégeant ainsi des agressions extérieures. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Une fois la tranchée ouverte, le tuyau n'est pas déposé sur le fond brut. Une couche de pose constituée de sable fin ou de terre tamisée est étalée uniformément pour créer un lit de protection. Cette épaisseur permet de répartir les charges de manière homogène et d'éliminer les points de tension sur l'acier. On voit comment le matériau est nivelé et compacté pour atteindre l'élévation précise requise par les plans techniques. Pour les canalisations de grand diamètre, des sections de 18 mètres de long sont sélectionnées afin de limiter le nombre de soudures de terrain. Sur le site de soudage, un collier d'alignement hydraulique interne est inséré dans le joint du tuyau. Ces mâchoires de serrage à 360 degrés maintiennent les deux sections parfaitement concentriques durant l'opération. Une unité de soudage automatisée, appuyée par une équipe de 80 personnes, peut réaliser jusqu'à 150 soudures par jour sur des conduites de 42 pouces de diamètre. Chaque jointure subit ensuite une inspection par ultrasons automatisé pour détecter d'éventuels défauts internes invisibles à l'œil nu. L'étape suivante concerne la protection anti-corrosion. Une équipe de revêtement procède à un sablage abrasif de la surface métallique avant d'appliquer une couche d'époxy liquide à plusieurs composants. Cela forme une barrière étanche et durable avant la mise en tranchée. Pour descendre les tuyaux assemblés, on utilise des tracteurs à flèches latérales qui opèrent en coordination millimétrée. La ligne de tuyau est soulevée de manière uniforme par des élingues rembourrées et maintenues en suspension pendant que les machines progressent lentement le long de l'excavation. La coordination entre les conducteurs est vitale pour éviter toute torsion ou contact brutal avec les parois de la tranchée. Le tuyau est descendu graduellement, centimètre par centimètre, jusqu'à son emplacement final sur le lit de sable. Durant cette phase, des arpenteurs surveillent en permanence l'élévation et la courbure naturelle pour s'assurer qu'aucune contrainte résiduelle n'est introduite dans la structure. Une fois positionnée, la canalisation est recouverte par plusieurs couches de remblais successives. La couche initiale protège le revêtement, tandis que le sol d'origine est réutilisé pour les couches supérieures. Chaque strate est compactée mécaniquement pour atteindre la densité requise et minimiser les tassements futurs. Dans le désert, la qualité de ce compactage est le garant de la longévité de l'ouvrage face aux variations thermiques. Cette eau, initialement chargée à 3,5% de sel, passe par des usines de dessalement géantes situées au bord de la mer Rouge. Ces installations peuvent convertir 7 millions de litres d'eau de mer en eau potable chaque jour, malgré une consommation énergétique massive. Le coût de cette transformation est élevé, atteignant environ 5 $ par mètre cube contre quelques dizaines de cents dans d'autres régions du monde, comme aux États-Unis. Le réseau moderne de pipeline assure ensuite la distribution vers les zones résidentielles pour répondre aux besoins de la population.
l'acier et la technologie permettent ainsi de vaincre l'aridité du climat. Le flux d'eau traitée s'écoule désormais vers les réservoirs de stockage, achevant cette phase du cycle de distribution. 2 projets massifs de détournement d'eau ont été examinés en détail dans les pays asiatiques. Pourquoi ces infrastructures hydrauliques gigantesques sont-elles devenues si cruciales pour le développement régional? Le délai de réflexion permet de comprendre que sans ces réseaux complexes, l'approvisionnement en eau des zones arides resterait une équation insoluble. Ces chantiers titanesques modifient durablement la géographie locale pour répondre à des besoins croissants. On peut remarquer comment les vannes motorisées régulent le débit avec une précision millimétrique. Mais ce n'est que le début. L'analyse des systèmes de gestion des ressources hydriques à travers le monde révèle des solutions technologiques tout aussi impressionnantes que celles observées précédemment. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que d'autres nations déploient des trésors d'ingénierie pour sécuriser leur avenir. Il semble évident que chaque pays adapte ses ouvrages à sa topographie spécifique. Mais en réalité, les défis techniques restent universels. Tout se complique encore lorsque les ingénieurs doivent faire traverser des chaînes de montagnes à des volumes d'eau se comptant en millions de mètres cubes. On voit comment les stations de pompage soulèvent des colonnes de liquide sur des centaines de mètres de dénivelé positif. L'équipement sépare progressivement les zones de captage des zones de distribution par des réseaux de canaux en béton armé. La suite devient plus complexe. De nombreuses autres infrastructures d'envergure similaire existent sur différents continents, attendant une étude technique approfondie de leur mécanisme de fonctionnement. La matière grise des concepteurs s'exprime dans chaque écluse et chaque tunnel de dérivation. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à l'étude d'autres réalisations internationales. La transition vers de nouvelles analyses de systèmes industriels et hydrauliques s'opère sans hâte. Le chemin de la connaissance technique continue ainsi son parcours régulier.